frappe américaine contre des islamistes Shebab en Somalie. Bilan, 37 islamistes tués. Conférence générale des anglophones au Cameroun. Elle est reportée à une date ultérieure. Puis l'ambassade des États-Unis est aux côtés des associations et ONG au Bénin. Objectif, renforcer la capacité des jeunes à travers le coaching. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. L'armée américaine a annoncé hier mardi avoir conduit en Somalie 2 frappes contre des islamistes Shebab lundi dernier. Entre autres, 37 islamistes ont été tués lors de ces frappes. Voici le compte rendu. 37 islamistes Shebab ont été abattus en Somalie ce lundi. Ils ont été tués au coup de frappe menées par l'armée américaine. Les frappes ont été menées à proximité de Débatilé et n'ont pas fait de morts ou de blessés parmi les civils, selon un communiqué lu par le commandant militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Toujours selon cette source, la première frappe planifiée à l'avance et délibérée a tué 27 combattants. La seconde frappe a tué 10 autres combattants, ajoute le commandement américain. Ces frappes de précision menées en soutien au gouvernement fédéral somalien réduisent la capacité des Shebab à préparer des attaques futures, déstabilisant leur réseau d'influence et affaiblissant leur liberté de manœuvre dans la région, a ajouté l'armée américaine. À la mi-octobre, l'armée américaine avait annoncé avoir tué 60 Shebab au cours d'une seule frappe. C'était la plus importante conduite par Washington contre les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda depuis celle du 21 novembre 2017, qui avait fait 100 victimes terroristes. Il faut dire que les États-Unis soutiennent la lutte contre les Shebab menée par le gouvernement fédéral somalien et par la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, présente sur le territoire depuis 2007. Au Nigeria, des djihadistes du groupe Boko Haram ont tué 9 agriculteurs dans un village du nord-est du Nigeria. Ils en ont également enlevé 12 autres. Arrivés ce lundi dans un champ du village de Momonti, à 5 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, les djihadistes du groupe Boko Haram ont tué 9 cultivateurs en train de travailler. Les insurgés ont emmené 12 personnes, dont des femmes, et blessé à la machette 3 personnes ayant refusé de les suivre. Hier, je revenais de l'école que mon ami m'a dit que Boko Haram avait tué mon père dans sa ferme. On est allé à la ferme et on l'a vu sur la plantation d'arbres. Je l'ai vu mort, ainsi que d'autres personnes. Ils m'ont d'abord giflé et ils ont tiré sur mon mari devant moi. Ils ont pris mon téléphone, mon argent et ma chaussure. Puis ils ont commencé à me battre et m'ont dit de rentrer chez moi immédiatement. Le 14 novembre dernier, des militants de Boko Haram avaient déjà attaqué Momonti, tuant une personne et incendiant le village avant d'emporter des centaines de têtes de bétail avec eux. 7 femmes avaient été enlevées le même jour près de la ville de Bama, à 70 km de Maïdougouri, alors qu'elles travaillaient dans le champ sous la protection d'hommes armés, selon des membres de la milice civile engagée contre Boko Haram aux côtés de l'armée nigériane. L'attaque de la semaine dernière avait obligé les habitants à se réfugier à Maïdougouri tout en continuant à venir cultiver leurs champs la journée. En Zambie, la police a interrogé le chef de l'opposition Hakainde Hichilema. Il est accusé d'avoir alimenté les attaques contre des ressortissants chinois. Voici les précisions. Pour avoir soi-disant attisé les attaques contre des ressortissants chinois, le chef de l'opposition Hichilema a été interrogé ce mardi par la police zambienne. Il a été accompagné au poste de police de Ndola, la capitale de la Copperbelt, par le député Geoffroy Mwamba, un groupe d'avocats, et par Chishimba Kwambwili, porte-parole du parti au pouvoir, le Front patriotique au pouvoir. Selon le chef de la police de la province de Copperbelt, Hichilema, du Parti uni pour le développement national, avait été interrogé après avoir affirmé que le gouvernement avait vendu une entreprise de bois d'État aux intérêts chinois.
provoquant des manifestations dans les rues de Kitwe, la deuxième ville de Zambie. Lors des manifestations, certaines entreprises chinoises ont été pillées, de même que des dizaines de manifestants arrêtés. Il a décidé de garder le silence, ce qui est son droit. Nous demandons au public de ne pas s'en prendre aux étrangers qui sont venus investir dans notre pays. Après sa libération, Hichilema a déclaré à la presse qu'il s'agit de défendre les intérêts de la population zambienne. Selon moi, cela a été fait par des professionnels. Nous en sommes certains. Le sentiment anti-chinois en Zambie a grandi suite à l'attribution de contrats lucratifs à la Chine et à des emprunts du gouvernement de Beijing. Cette édition se poursuit au Cameroun. La conférence générale des anglophones prévue pour les 21 et 22 novembre dans la ville de Buea a été reportée à une date ultérieure. Les leaders religieux organisateurs de ces assises destinées à préparer une sortie de cette crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun n'ont pas reçu une autorisation officielle. Voici le reportage signé Narcissoum. Le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, en collaboration avec 4 autres dignitaires religieux anglophones, vient d'annoncer à la presse nationale et internationale l'annulation de la conférence générale anglophone. La conférence qui était prévue pour le 21 et le 22 n'aura pas lieu. Mais on va vous informer une fois de plus de nouvelles dates. Prévu initialement pour se tenir le 29 et 30 août dernier, puis reporté au 21 au 22 novembre, la conférence générale des anglophones va sans doute connaître une nouvelle date de sa tenue. L'hypothèque de l'autorisation gouvernementale qui planait sur la conférence générale des anglophones a fini par avoir raison de l'audace des initiateurs de l'événement, à l'occurrence Monseigneur Toumi et ses pairs. Premièrement, c'est juste pour des formalités officielles. L'État ne nous a pas encore donné un document officiel donnant l'opportunité de nous tenir cette conférence. La conférence générale des anglophones devrait réunir toutes les personnes désireuses de participer à ces assises, à la seule que celle-ci ait des ancêtres issus du nord-ouest et du sud-ouest, ou même que leur famille s'y soit installée avant 1961. Pour rappel, cette grande rencontre a pour but de revoir les causes de la crise aujourd'hui mieux en conflit entre l'armée et combattants sécessionnistes, de recenser des propositions de solutions pour une sortie de crise et enfin de désigner des personnes qui seront investies du pouvoir de parler au nom des populations anglophones au cours d'un éventuel dialogue national. Au Bénin, et comme à son habitude, l'ambassade des États-Unis est aux côtés des associations et ONG. Elle a ce mardi apporté un appui technique et financier à l'association USB-WA. Objectif, renforcer la capacité des jeunes à travers le coaching et le mentoring, l'éclosion du potentiel de la jeunesse béninoise. Le projet You Can Do It, ou Tu peux le faire aussi, voit ainsi le jour avec comme objectif d'autonomiser des jeunes. Suivant un extrait de propos pour plus de précision. Le projet You Can Be Too a prévu de faire 950 jeunes, de 950 jeunes des leaders qui croient en leur potentiel, qui croient en leur capacité, qui savent se focaliser sur leur vision, se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Des jeunes qui ne se laissent détourner ni par la facilité, ni par les difficultés. 950 jeunes dans 6 communes du Bénin apprendront donc de l'expérience d'une trentaine d'anciens boursiers des différents programmes, hommes et femmes, et recevront une formation de base sur le leadership et l'élaboration et le suivi d'un plan de vie. Avec ce programme, nous voulons que les participants peuvent partager leur histoire de réussite et les possibilités d'avancer avec les autres Béninois. Surtout avec les Béninois de septentrion qui peuvent penser que c'est impossible. Un tel projet pour renforcer l'engagement de poste auprès de la communauté des anciens boursiers. Nous jugeons que c'est important qu'après avoir bénéficié d'un programme
à l'extérieur ou à l'intérieur du projet, que nous puissions permettre à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos amis qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, de savoir ce que nous avons été faire, en quoi nous avons été formés. C'est donc de notre devoir de restituer ce que nous avons appris aux autres. À Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana, par l'intermédiaire de ses avocats, a déposé plus d'une cinquantaine de requêtes ce mardi devant la Haute Cour constitutionnelle. Marc Ravalomanana est, rappelons-le, arrivé deuxième au premier tour du scrutin du 7 novembre dernier. Reportage. Sans remettre en cause la tenue d'un deuxième tour, le candidat Marc Ravalomanana a déposé plus d'une cinquantaine de requêtes ce mardi devant la Haute Cour constitutionnelle. Par ces requêtes, l'ancien chef de l'État, arrivé second au premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier, demande que certaines irrégularités décelées dans les résultats publiés par la commission électorale soient corrigées. On ne cherche pas une victoire au premier tour, mais juste une correction sur certaines irrégularités dans les résultats publiés par la CENI, a indiqué l'un des avocats de Marc Ravalomanana. Arrivé premier à l'issue du premier tour de la présidentielle, le candidat Andry Rajoelina a dénoncé ce lundi une manœuvre qui l'a empêché de dépasser les 40% par le biais, selon lui, d'un logiciel trafiqué dans le traitement des résultats. Il s'en remet aussi à la Haute Cour constitutionnelle pour trancher ses requêtes. Les résultats complets et officiels publiés par la CENI samedi dernier implique la tenue d'un second tour le 19 décembre qui va se jouer entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, les deux protagonistes de la crise de 2009 qui s'étaient vus interdire de participer à la présidentielle de 2013. Puis en Égypte, les stars ont défilé sur le tapis rouge. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 40e Festival international de cinéma du Caire. C'est sûrement le festival de cinéma le plus important en Égypte. Nous le souhaitons tous. Nous étions très contents du festival El Gouna. Il était fascinant et éblouissant. Nous voulons que notre festival soit de bonne qualité. J'espère que nous pourrons avoir un festival de cinéma dans tous les gouvernorats. Tout ça enrichit l'industrie du cinéma. Nous allons tirer profit de tels festivals et nous allons voir de grands films que nous n'avons pas la chance de voir d'habitude. Le festival, cette année, réfléchit sur son histoire, son authenticité et sur l'impact qu'il a sur la région et sur l'industrie cinématographique. Le festival cherche à reprendre son rôle, encore une fois, en regardant vers l'avenir et en suivant le rythme du changement et de la nouvelle ère. Un festival de cinéma ne doit pas seulement montrer des films et des superstars, il doit aussi proposer quelque chose à l'industrie du cinéma, donc il profite et il sert. Après beaucoup de hauts et de bas pendant la longue histoire du festival, je pense que ça commence maintenant à avancer sur des bons rails. Choisir Mohamed Efzi comme président du festival est une très bonne chose parce qu'il est jeune dans l'industrie et sait comment les choses doivent se passer. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain.